Alors aujourd'hui je suis quand même contente parce qu'on va aborder un sujet que j'aborde pas très souvent et que pourtant j'adore en parler, c'est le cinéma. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu toutes les séries cinéma que j'ai fait à propos la plupart du temps de films d'horreur, mais pas que. Je vous listerai les liens en barre de description, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil et vous pourrez vous familiariser un petit peu avec mes goûts en cinéma. Alors, c'est la rentrée, l'automne approche, lentement, sûrement. On rentre dans une période absolument merveilleuse du cocooning, de la télé, des séries, des films, des plaids qui approchent. Moi tout ça, je l'attends depuis peut-être le mois de juin-juillet. Donc maintenant qu'on y est, je suis super contente. Et je m'étais dit que pour changer un petit peu, voilà, pas forcément envie de vous parler des dernières sorties Amazon Prime ou Netflix, je me suis dit que j'allais plutôt faire appel à votre côté un peu nostalgique, parce que moi je suis une fille très nostalgique et j'avais un petit peu envie de titiller votre côté nostalgique également, tout en sachant que parmi vous il y a des personnes qui sont pas du tout de la même génération que moi et qui déjà même en étant de ma génération risquent de ne pas connaître certains des films dont je vais vous parler. D'ailleurs, bordel, j'en ai oublié un, parce que voilà, ce sont des vieux films que j'ai redécouverts il y a peu de temps et ce sont des films forcément qui m'ont rappelé beaucoup de souvenirs, des souvenirs agréables la plupart du temps en famille ou d'autres personnes encore. Simplement parce que c'était le bon temps. Donc on va commencer par le film numéro 1, qui est le film que je ne veux pas oublier parce que j'ai zappé de le noter alors qu'il y a toute sa place et vraiment c'était un film, mais alors superbe. J'espère que je vais pas écorcher le titre, je crois que ça s'appelle Aussi profond que l'océan. Donc c'était un film avec l'actrice Michelle Pfeiffer qui était hyper en vogue à l'époque du coup. Donc l'histoire de ce film en fait elle est troublante. Et le fait de l'avoir regardé en étant devenue maman, en fait, c'est un film qui m'a collé des angoisses. Voilà. Donc c'est un film un peu émouvant également, que j'ai regardé avec mon mari, et du coup lui il est pas trop attiré par ce genre de film non plus. Mais j'avais envie de partager ce film avec lui, ne serait-ce que pour l'histoire qui est inspirée de faits réels. Donc il s'agit d'une maman, une photographe, et puis un beau jour, et je crois qu'il y a un rassemblement d'anciens élèves, vous savez qu'en Amérique ça se fait pas mal ça, comme ça. Et comme toute maman, jeune maman qui a des enfants, oui tu te déplaces plus toute seule, maintenant tu te déplaces avec toute ta petite tribu. Et durant cet événement, la maman quitte les enfants des yeux, elle a 3 enfants dont un bébé, et elle demande au plus grand de ses enfants de surveiller le plus petit. Sachant que le plus grand n'est pas si grand que ça, il doit avoir... oh là là, quel âge il doit avoir 6 ans peut-être. Donc elle demande à son enfant plus ou moins de 6 ans de garder un petit enfant de 4 ans. Et au retour de la maman, elle découvre qu'il n'y a plus qu'un enfant sur les deux. Et elle a perdu un de ses enfants. Donc elle recherche partout, vous vivez le moment... où vous avez la peur, le stress qui monte, il est où mon gamin, il est où mon gamin. Vous vivez également avec le personnage, le palier de je ne l'ai pas retrouvé parmi toutes les personnes de la fête. Qu'est-ce que je fais? On appelle la police, les jours qui passent, l'état psychologique de la maman, on traverse tout ça avec elle. Ça vous laisse pas indifférent. Plusieurs années passent, peut-être 9 ans je pense, je sais plus, avec la maman qui essaie de se faire à l'idée du coup que son fils... elle ne le verra plus, et c'est là qu'il se passe quelque chose de plutôt troublant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout est bien qui finit bien, mais tout est bien qui se finit bien tout en étant quand même relativement triste. On poursuit avec le film numéro 2. Donc le film numéro 2 s'appelle La mort vous va si bien. Donc ça c'est un film avec Bruce Willis et la maman d'une actrice très connue aussi qui s'appelle Kate Hudson je crois. Il y a aussi Meryl Streep, j'ai failli oublier Meryl Streep sérieusement. Donc c'est vraiment 3 acteurs hyper populaires, hyper connus. Et ici donc l'histoire est géniale parce que en plus de ça, c'est une méga satire de tout ce qui me concerne, c'est-à-dire le fait de vouloir se préserver, vieillir le plus lentement possible, faire attention à sa jeunesse, préserver et compagnie. Donc il est question là d'une femme très très populaire qui fait des comédies musicales hyper connues, hyper famous. Et elle a une amie et cette amie donc lui présente son mari. Sauf que son mari, il est genre trop fan de la chanteuse de comédie musicale. Et son plaisir à cette femme, parce que c'est vraiment une peste, c'est de piquer les maris, de piquer les petits copains et de rabaisser sa soi-disant amie. Donc finalement, elle lui pique son mec. Alors la copine tombe en dépression, elle prend énormément de poids et elle commence à s'enfermer en gros dans une grosse psychose où elle veut la mort, elle veut vraiment donner la mort à cette femme en fait qui lui a tout pris dans sa vie, du peu qu'elle pouvait avoir par ses propres moyens. Donc elle finit en psychiatrie, etc., etc. Donc entre-temps la méchante, on va l'appeler comme ça, la gentille, la méchante Meryl Streep du coup se marie, et à partir du moment où elle est mariée avec lui,
elle devient vraiment une vraie peau de vache, comme ça arrive souvent quand même. Et du coup, un beau jour, cette personne qui était en dépression, qui s'est tout fait voler de la part de la petite Starlet, fait une invitation, un grand repas, ou je sais plus trop quoi, elle a écrit un livre, je crois. Bref, il y a un événement qu'elle organise, et quand elle se retrouve, elle est méconnaissable. Elle est d'une beauté transperçante, elle a vraiment changé, parce qu'elle a un plan en tête. Et son plan, c'est de récupérer son mec. Sauf qu'à côté de ça, il y a un autre problème, c'est que Meryl Streep n'est plus vraiment au top de sa carrière, et vous voyez, en fait, c'est une histoire de karma. On sent que la vapeur s'inverse, et elle est en perpétuelle recherche de rajeunir, rajeunir, rajeunir. Tous les médecins esthétiques lui mettent un stop, mais elle, c'est son objectif, je veux rajeunir, rajeunir, rajeunir. Si bien qu'à un moment donné, son chirurgien lui explique qu'il peut plus rien pour elle, mais lui donne une carte en lui disant que si elle veut vraiment un remède extraordinaire, il faut qu'elle se rende à cette adresse, il lui donne la carte. Et c'est là-bas qu'on va lui donner un genre de potion pour avoir la jeunesse éternelle. Et tout est basé sur ça en fait, la jeunesse éternelle. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'était une satire? Parce que finalement, le film l'apporte comme si c'était la super solution, comme si c'était vraiment ce que tout le monde voulait, et c'est clair que c'est ce qu'on voudrait. Mais la suite des événements, la suite du film va vous démontrer clairement que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Je poursuis avec le troisième film qui s'appelle Une nuit en enfer, à ne pas confondre avec Une journée en enfer, qui est un film avec Bruce Willis. Non, 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 là, Une nuit en enfer, c'est un film où il y a George Clooney et Quentin Tarantino. Il y a aussi Juliette Lewis, enfin voilà quoi. Encore une fois, c'est vraiment des acteurs qui étaient très cotés, très populaires à une certaine époque. Donc l'histoire, c'est qu'il y a deux frères, George Clooney et Quentin Tarantino, deux frères qui sont en fuite, parce que ce sont des brigands, des criminels. Ils doivent absolument s'échapper au Mexique, ils doivent traverser la frontière du Mexique pour être en sécurité, et pour se donner un rendez-vous avec quelqu'un, toujours en rapport avec leurs petites affaires douteuses. Donc pour s'échapper et traverser la frontière du Mexique, eh bien ils vont se servir d'une famille traditionnelle, entre guillemets, parce qu'il s'agit d'un papa avec ses deux enfants. Donc ils se servent en fait de cette famille-là pour entrer, je crois qu'ils ont un camping-car. Bon, ils passent du coup la frontière, ils arrivent au Mexique. Mais la personne qui leur a donné rendez-vous le lendemain matin. Et ils se disent on va passer la nuit dans un établissement, donc c'est un bar un peu spectacle. Et voilà, le but c'est de passer la nuit pour patienter jusqu'au lendemain matin. Donc au début, si tout se passe bien, c'est-à-dire que bon, c'est une ambiance de bar, mais avec de la musique, avec des danseuses, des billards, des choses un peu comme ça, vous voyez, ça fait un petit peu bar maison close quoi, un peu des deux. Donc si la soirée commence à merveille, très rapidement, en fait, les choses vont se mettre à dégénérer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le titre Une nuit en enfer prend tout son sens. C'est qu'à partir du moment où les choses vont dégénérer, on va se rendre compte, en fait, que cet établissement dans lequel ils sont censés passer la nuit n'est qu'un appât à touristes, entre parenthèses, à des fins bien plus surnaturelles et diaboliques, on va dire. J'ai pas envie de vous en donner plus, en fait, comme élément. Je veux vraiment que vous le découvriez par vous-même. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un film qui peut faire peur. Voilà, si vous êtes sensible, c'est un film un peu d'horreur. Ne le regardez pas. Bien qu'encore, il soit pas affreusement terrifiant, mais on va dire que ce qui fait peur, c'est la mocheté vraiment des créatures que vous allez voir dans le film. On poursuit avec Austin Powers. Ah, ça c'est... Alors, il y a eu 3 volets qui sont sortis. Je dirais que le meilleur sur les 3, ça doit être, à mon sens, le numéro 2. On a vraiment cette sensation que grâce au succès du numéro 1, en fait, on a pu débloquer un budget un peu plus conséquent pour produire le numéro 2, qui est excellent. C'est rare d'ailleurs quand le 2 surpasse le 1. Donc rapidement, Austin Powers, qu'est-ce que c'est? C'est un agent secret des années 60, enfin fin 60, 70. Et c'est un sex symbole, avec sa petite touche de particularité, on va dire, qui ne l'empêche pas de faire craquer toutes les femmes qu'il croise. Donc c'est ça, c'est une comédie hein, finalement, Austin Powers, attention, hein, c'est une comédie. Donc voilà, en pleine Angleterre des années 60, fin 60, début 70. L'agent Austin Powers arrête des gros méchants, c'est très caricatural, sincèrement, voilà, c'est le gentil agent qui veut arrêter le gros méchant, qui veut détruire la planète entière. Et en fait, Austin Powers, voilà, si vous voulez, il voyage dans le temps à différentes époques parce que le docteur d'enfer se cryogénise et essaye de s'échapper justement de fuir Austin Powers en s'évadant dans différentes époques. Donc vous voyez, c'est un peu
déconstruit la façon dont je vous le raconte parce que c'est tellement de la comédie en fait, c'est tellement oui de la comédie. Et puis si vous aimez l'humour anglais, vous allez être les deux pieds dans le plat, c'est vraiment un humour très très anglais. On poursuit avec le film Balance Maman hors du train. Déjà rien que le titre. Alors Balance Maman hors du train, c'est un film avec Danny DeVito et Billy Crystal. C'est un film assez ancien également, que je connaissais de nom depuis de nombreuses années, mais en fait je l'ai découvert il y a peu de temps, parce que mon frère, quand il était tout petit, il regardait ce film en boucle, en boucle, en boucle. Mais moi, je me suis jamais intéressée sur le pourquoi il regardait ce film en boucle. Et un jour, je me suis dit, je vais le regarder avec lui. Mais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, en termes d'années, je dirais que je l'ai regardé il y a moins de 5 ans en arrière. Et en fait, je l'ai trouvé rigolo aussi, donc on est sur un film, une comédie. J'ai envie de dire comédie dramatique, mais je suis même pas sûre que ce soit si dramatique que ça. Il y a un peu de drame, mais... Et en fait, c'est l'histoire, si vous voulez, d'un professeur, qui est donc Billy Crystal, un professeur de littérature, je crois, ou un truc comme ça, et il organise des groupes où chaque élève, chaque participant, finalement, écrit des histoires. Voilà, ils écrivent tous des petites histoires, et le but de ces rassemblements, de ces réunions, c'est de lire les histoires qu'ils ont écrites. Et parmi les participants, il y en a un qui s'appelle Owen, donc c'est Danny DeVito, et en fait, les deux personnages se côtoient mais sans vraiment se fréquenter, vous voyez, et dans leur vie ils sont tous les deux dans une impasse, c'est-à-dire que le professeur d'un côté est en plein divorce avec une femme qui veut absolument rien lui laisser, qui veut le dépouiller, ce qui fait qu'il la déteste et qui souhaiterait qu'elle meure, et de l'autre côté il y a l'élève qui est Owen, qui est vraiment un Tanguy, un fils à maman, sa mère ne le laisse pas tranquille, il ose pas lui manquer de respect, il la craint beaucoup, et du coup il vit dans le malheur, et lui aussi il aimerait qu'elle meure. Donc un jour, Owen s'en prend du coup à l'ex-femme de son professeur. Et du coup, il se dit que ce serait vraiment intraçable comme crime si jamais lui se chargeait de tuer pour le professeur son ex-femme, et qu'en échange, pour lui rendre l'appareil, le professeur s'engage à tuer sa maman. Le mobile serait très très difficile en fait à identifier vu que c'est sans lien, et au moins les deux sont débarrassés de leur fardeau. On continue avec Wayne's World. Alors je vous avais dit que j'allais vous remettre sur le tapis Michael Myers, et ben c'est précisément dans ce film. Wayne's World, ça fait super longtemps vraiment hein, que je l'ai pas vu, super longtemps, mais je m'en rappelle à peu près. Alors je dirais pas que c'est le film de l'année, c'est typiquement pas le film que quand je le regardais je me sentais... que j'avais envie de le revoir direct après. Mais c'est vraiment pour le côté nostalgique en fait que je l'ai inclus dans cette liste, parce qu'il m'a quand même pas laissé indifférente, et il y a un petit clin d'œil on va dire avec notre époque, c'est que Wayne, le personnage principal, est carrément, on pourrait dire, le précurseur des influenceurs d'aujourd'hui, vous voyez. C'est un ado qui s'appelle Wayne, avec son meilleur pote qui s'appelle Garth, et les deux en fait ont comme piraté une chaîne de télévision pour créer leur propre émission dont ils en sont les acteurs, les stars, les présentateurs, et leur émission cartonne, et du coup auprès des jeunes publics, ça fonctionne du tonnerre. Donc tout est basé sur ça en fait, sur la vie un petit peu d'ados qui sont des stars malgré elles. Est-ce qu'on peut dire malgré elles étant donné qu'ils l'ont provoqué? Mais c'est marrant, honnêtement c'est marrant. Quand les réseaux sociaux n'existaient pas, je peux vous dire que c'était marrant parce que c'était un petit peu le fantasme, je pense, de tous les jeunes d'autrefois, que de posséder leur propre émission en fait, et c'était typiquement le cas avec eux. On poursuit avec l'avant-dernier, j'aurais pu en mettre encore beaucoup, mais la vidéo va être tellement longue. Donc le prochain film dont je voudrais vous parler, c'est Pleasantville. Donc c'est un film avec Tobey Maguire, je crois, vous savez, Spider-Man, et avec Reese Witherspoon. Donc en fait c'est l'histoire d'un frère et de sa sœur qui n'ont pas énormément de points communs, vous savez, le frère est très attaché en fait au passé, lui aussi, il aime les vieilles émissions, c'est un grand timide, un peu pantouflard, tandis que Reese Witherspoon, ben, c'est vraiment la fille populaire au lycée, voilà, la fille qui a une vie sociale très bien remplie. Les deux sont aux antipodes, mais ils partagent le même toit, je dirais que c'est le seul point commun qu'ils ont ensemble. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui vient faire une intervention chez eux pour la télé, parce que la télé est un peu le centre des disputes à un moment bien précis. Et le monsieur qui vient soi-disant réparer la télé et leur donner une nouvelle télécommande est un grand filou, et finalement les deux enfants se disputent à un moment donné la télécommande, ce qui fait qu'ils pénètrent dans une émission, l'émission préférée du frère un petit peu introverti. Et comme il était attiré par les vieilles émissions, qu'il était très nostalgique lui aussi, il se retrouve dans un film en noir et blanc, un film où tout est parfait, où les gens sont polis,
Et en fait, ils doivent jouer ce rôle et vraiment vous allez vous régaler dans ce film. Je vous garantis, vous allez vous régaler. Et les personnages en fait vont évoluer dans cet univers. Ils vont devoir s'accoutumer du coup au code, on va dire, des années 50. C'est vraiment un film qui est beau, qui délivre un super message. J'ai l'impression que ça délivre le message en disant qu'en fait les époques sont complémentaires entre elles, vous voyez. Et je suis sûre que vous passerez une excellente soirée en fait en regardant ce film. Et je vais terminer du coup cette liste, même si j'aurais aimé vous en caser tellement plus, il faut vraiment que je me réserve pour une prochaine fois. Il s'agit du film Sister Act, donc c'est un film avec Whoopi Goldberg que j'aime d'amour. J'ai pas regardé le 2 ni rien du tout, moi c'est vraiment du 1 là dont je vous parle, parce que j'aime cette ambiance. C'est le genre de film que j'aime regarder en période d'automne et de Noël. Donc il est question en fait d'une chanteuse dans des casinos et elle a un compagnon en fait qui est un truand de la mafia, voilà, qui tue à tir-larigot. Et un jour elle est témoin du coup d'un homme qui se fait abattre sous ses yeux. Donc elle essaie de garder son sang-froid mais elle a bien compris que comme elle a été témoin du crime, ils vont la descendre. Donc elle s'enfuit, elle va se plaindre à la police et la police décide qu'il lui faut une protection rapprochée, il faut la cacher quelque part dans un endroit où personne ne soupçonnera en fait qu'elle y foutrait les pieds, c'est-à-dire dans un couvent. Et évidemment, elle sort d'un milieu de la nuit, du casino, elle chante, elle est très extravertie. Encore une fois, on est sur un contraste, un chaud-froid, aux antipodes des bonnes sœurs qui, elles, ont des règles, prient Dieu, sont fidèles. Et en fait, Whoopi Goldberg va vraiment mettre à profit les qualités qu'elle a en tant que personne, en tant qu'individu de l'extérieur, du monde extérieur, pour l'injecter au sein de ce couvent. Et non pas sans mal, vous le verrez, ça va être compliqué pour elle, mais elle va apporter de la gaieté, de la joie en fait à ses religieuses. Et du coup, elle va prendre en charge la chorale, vu que c'est une chanteuse. Elle va leur apprendre à chanter et du coup, la chorale, l'église qui était un petit peu à l'agonie, va prendre un second souffle, allant même jusqu'à propulser la chorale, à la rendre connue internationalement. Même le pape se déplace pour aller écouter cette chorale. Sans compter que les chanteuses de la chorale chantent divinement bien et que les chansons sont superbes. Moi ça me fait des frissons rien que d'en parler. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation de films de nostalgie. Je vous fais un très gros bisou. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.